L'accompagnement des personnes avec un syndrome de Prader-Willi est difficile après ce survol rapide et forcément insuffisamment approfondi de prétendre donner des règles, des conseils. D'abord, comme on l'a dit, chaque personne est différente, chaque situation, chaque trajectoire est différente et l'essentiel c'est bien d'adapter l'accompagnement à chacune des personnes. Mais à travers les collaborations avec les chercheurs, à travers les échanges avec les hommes et les femmes de terrain confrontés à ces situations d'accompagnement, on peut juste essayer de proposer un certain nombre de repères pour aider à la construction de ces parcours et à l'accompagnement de ces personnes. On parlera de la construction du projet de vie ou du parcours de vie et de l'accompagnement institutionnel. Alors, c'est certain que le monde médico-social est appelé à beaucoup évoluer, il a déjà beaucoup évolué, et il y a un certain nombre de choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc ce qui est important, c'est d'identifier aussi les blocages, ce qui fait que on ne peut pas mettre en place les accompagnements qui sont souhaitables, qui seraient souhaitables, compte tenu d'aspects réglementaires, d'aspects... Voilà. Donc c'est ces points-là sur lesquels il faudra travailler, mais ça demanderait des développements beaucoup plus longs et des discussions beaucoup plus complexes. Alors c'est vrai que dans le syndrome de Prader-Willi, il y a quelque chose qui est quand même très déroutant, c'est que avec leur capacité intellectuelle en général, euh, on a l'impression que on pourrait faire mieux. Mais en fait, on ne sait pas très bien s'appuyer sur leurs compétences. On, ils, ont, ils ont des, on l'a dit plus dans un autre module, ils ont des îlots de compétences, ils ont des différences intellectuelles plus que des déficits. Et il y a des possibilités de remédiation cognitive. Ils peuvent progresser à tout âge si on met en place des méthodes adaptées. Et puis, il faut aussi accepter de prendre des risques et de gérer les échecs éventuels. Et puis en adaptant l'environnement. Cette phrase, je l'aime bien, c'est avoir confiance en eux leur donne confiance. Et l'expérience le montre. Hein. Ça fait partie, ça aussi, des risques qu'il faut savoir prendre. Ça veut dire aussi qu'il faut se fixer des objectifs réalistes, atteignables, pour ne pas les mettre systématiquement en situation d'échec, mais ne pas sous-estimer leur capacité. J'ai mis un lien vers un site québécois qui est très intéressant dans ce domaine-là. Ce qui est certain, c'est que ces personnes ont une réelle compétence pour mettre en difficulté les établissements. Si en particulier il existe des failles de communication au sein de la structure et s'il n'y a pas de confiance entre les familles et les institutions. Alors, la première des choses qui est importante, hein, si on veut bien accompagner ces personnes, c'est d'abord de les écouter et de les respecter. Alors c'est pas facile parce que justement, ils ont des problèmes de communication, ils ont des problèmes à exprimer ce, leur désir, leur bien-être, leur mal-être. Hein. Mais c'est complètement important. D'autant plus important que depuis qu'ils sont petits, ils sont plus souvent objets de discours que porteurs eux-mêmes de leurs paroles. Alors, il faut aussi adapter nos comportements dans un cadre rassurant et contenant. Ils sont très angoissés en permanence et donc ce cadre et ce comportement contenant les rassure. Cohérence dans l'accompagnement,
je crois que c'est un des points essentiels. Et la cohérence, c'est aussi quelque chose qui rassure. Lorsque les comportements tout autour nous semblent effectivement cohérents, les choses sont beaucoup moins inquiétantes. Dialogue entre tous les acteurs et avec la personne, bien sûr. Et puis, penser à proposer des espaces d'intimité. Ça renvoie au premier point que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que il faut essayer de trouver des lieux où la personne va pouvoir s'exprimer de façon relativement libre, hein. Donc ça peut être un psychologue, un psychiatre. Alors le point essentiel et complexe, hein, qui donne souvent lieu à débat, voilà, c'est un cadre, des espaces de liberté, des autonomies. Alors, il y a des conflits entre protection et encadrement nécessaire et souhait d'autonomisation. Mais ce qui est clair, c'est que poser un cadre ouvre des espaces de liberté. C'est cette phrase qu'on entend chez pratiquement la plupart de ceux qui vont à l'hôpital marin d'Hendaye. Qu'est-ce qu'on est libre à Hendaye? Pourquoi est-ce qu'on est libre? Parce qu'on est libre dans notre tête, en particulier parce que il n'y a pas d'inquiétude et d'angoisse par rapport au problème de la nourriture, puisqu'il n'y a pas d'accès à la nourriture. Alors ce cadre, il faut sans arrêt le rappeler et l'expliciter, car il est jamais complètement acquis, et surtout il est mis à mal par les émotions et les angoisses. Et il est indispensable dans certains domaines, en particulier dans le domaine de l'alimentation. Mais ce cadre n'exclut pas une souplesse nécessaire et la prise de risque pour permettre une évolution de la personne. C'est un cadre qui contient mais qui n'enferme pas, c'est un cadre qui libère. Un point qui est important et qui est une question qui se pose souvent, que faire quand il y a transgression des règles? En fait, par son comportement, la personne s'est exclue de fait du groupe. Et qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens de cette exclusion du groupe? En fait, ça veut dire qu'il y a eu rupture du contrat et du lien de confiance. C'est aussi une manifestation de toute puissance, hein, qui est tout à fait cohérent, si vous voulez, avec le développement psycho-affectif immature. C'est une toute puissance du jeune enfant, du tout petit enfant. Et donc, bon, pas vous donner de recette, hein, mais il s'agit de poser un acte qui est une réparation, une mise à distance, qui permettant de reconstruire une relation acceptable pour tous et de restaurer le lien. Alors, si vous voulez, tout ce qui peut être vécu comme une exclusion, un rejet, ça ne fera qu'envenimer les choses. Donc c'est assez subtil la façon dont il va falloir poser cet acte. La mise à distance, c'est dire voilà, on a besoin, toi et moi, de se donner un peu de temps pour repenser un petit peu notre fonctionnement de relation, etc. Donc je sais qu'il y a pas mal d'établissements qui, de façon diverse, ont cette pratique, et bon, ça semble être la bonne démarche. Alors, de toute façon, ce qui est aussi essentiel, c'est que ce soit une décision collégiale, hein, qui soit expliquée et qui n'est pas négociable. On explique pourquoi on fait ces choses-là, parce que c'est pas acceptable pour la personne et pour la vie du groupe, mais c'est pas des choses qu'on va négocier. Hein, expliquer, mais pas négocier. Projet de vie et accompagnement institutionnel. Ce qui est quand même étonnant, c'est de voir que les données essentielles sur la personne, sur son histoire, sont rarement disponibles. De même que les évaluations fonctionnelles qui permettent d'identifier les compétences et les obstacles à la mobilisation de ces compétences, ce qui veut dire que on ne connaît pas la capacité de la personne à utiliser ses compétences en situation de vie réelle. Or, tous ces éléments sont nécessaires et essentiels pour construire avec la personne son parcours de vie et mettre en place les supports et les accompagnants nécessaires pour y parvenir.
Alors pour conclure, construire un parcours de vie, anticiper les transitions, c'est très important de penser parcours dans une vision dynamique. Le parcours, comme pour chacun d'entre nous, il va comporter plusieurs phases avec, avec des transitions, avec des changements d'orientation, des changements de vie, etc. Je crois que cette vision dynamique, elle est essentielle. Prendre en compte, bien sûr, pour ce parcours, les attentes de la personne et de sa famille, et écouter la personne. Ce qui ne se fera pas avec la famille se fera de fait contre elle et ça ne marchera pas. Avoir une vision globale, multidimensionnelle, personne, famille, environnement. Co-construire et articuler entre les acteurs des différents champs, ados, adultes, éducation nationale, IME, etc. Identifier les éléments qui ont influé sur la situation actuelle, donc connaître l'histoire, connaître les parcours, et identifier ce qui aurait pu permettre de fluidifier et d'améliorer le parcours. Prétendre conclure sur un sujet aussi vaste serait bien sûr prétentieux, donc d'une façon plus modeste, on a voulu ici mettre quelques repères essentiels, quelques messages qu'on a envie de faire passer. Le premier, c'est accompagner la personne pour qu'elle puisse choisir la vie qui lui convient. Alors c'est très ambitieux, c'est très ambitieux, hein, puisque c'est vrai qu'en général, c'est pas vraiment elle qui choisit, pour des tas de raisons. Et donc l'objectif, c'est de rendre la personne actrice et sujet plutôt qu'objet de ses choix et de son parcours. Compliqué. Ça demande, on l'a déjà dit, d'écouter ses désirs, ses envies et ses projets. Ils en ont des désirs, des envies, des projets. Et très souvent, ils savent nous dire ce dont ils ne veulent pas. Beaucoup plus difficile pour eux d'imaginer ce et de verbaliser ce qu'ils veulent. Donc il faut favoriser la conscience, l'analyse, la verbalisation des émotions et des événements vécus. Et c'est à travers cette verbalisation qu'on pourra petit à petit esquisser justement leurs désirs, leurs souhaits. Tenir le syndrome à distance et valoriser le potentiel plutôt que souligner les incapacités. Alors c'est vrai que on sait, hein, on l'a dit, que c'est une maladie qui a un fond dû à la génétique, hein, et qu'il est stupide même, qu'il ne faut absolument pas nier, mais on sait que ces personnes sont capables de développer à partir de leur potentiel beaucoup de capacités. Et c'est ça qu'il s'agit de repérer et il s'agit aussi de mettre en place l'environnement qui leur permettra de mobiliser ces compétences et ces capacités. En particulier, de poser un cadre qui permet justement d'exercer les libertés dont ils sont capables. Enfin, oser leur faire confiance et prendre des risques. On est rarement déçu finalement d'expérience lorsqu'on leur fait confiance et lorsqu'on prend des risques. Avec, bien sûr, parfois, des échecs, des retours en arrière, mais qu'il faut intégrer. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Et bon, juste pour terminer, hein, ce rappel, qui est un rappel, j'allais dire moral, mais qui me semble quand même important, ce sont des personnes à part entière et non des personnes à part. Alors, essayons de ne pas les mettre à part. Alors, c'est vrai que c'est assez frustrant de couvrir un aussi vaste sujet en aussi peu de temps, donc on est forcément schématique, sans nuance. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'apporter un certain nombre de connaissances et de les partager avec vous pour que nous puissions ensuite, dans une journée en présentiel ou en visio, suivant les contraintes extérieures,
d'approfondir et d'échanger autour de votre pratique professionnelle, hein, de façon beaucoup plus vivante et plus interactive autour de situations concrètes que vous connaissez ou que vous serez amené à connaître. Merci.